Le dessous des cartes va consacrer 2 numéros à la ville d'Istanbul. C'est une ville cosmopolite qui est très riche d'histoire. Actuellement, elle est en plein développement et au cœur d'enjeux politiques. Alors pour ce premier volet, nous allons prendre la géographie comme point de départ, car tout de même cette ville est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Et puis l'histoire qui a façonné son destin, comme le prouvent les différents toponymes qui lui ont été attribués, Byzance, Constantinople et Istanbul. La ville d'Istanbul se trouve ici, à l'ouest de la Turquie. La municipalité s'étend de part et d'autre du détroit du Bosphore, qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, puis au sud, on trouve le détroit des Dardanelles, qui ouvre sur la mer Égée. Ces détroits sont souvent considérés comme une des passerelles entre l'Europe et l'Asie. Istanbul serait donc à la fois une ville européenne et une ville asiatique. Istanbul compte environ 15 millions d'habitants, dont plus de la moitié vit du côté européen. Alors on le voit, Istanbul est un carrefour géographique, mais c'est aussi devenu au fil des siècles un carrefour historique et donc culturel. Alors pour le comprendre, faisons un peu d'histoire et revenons aux origines de la ville. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, des Grecs venus de Mégare fondent une colonie sur la rive ouest du Bosphore. Leur chef, Byzas, aurait donné son nom à la ville, Byzantion ou Byzance. La ville se développe et s'enrichit car elle est située sur les routes commerciales reliant l'Asie, la mer Noire, alors appelée Pont Euxin, et la Méditerranée. À l'époque, Byzance s'organise autour de l'acropole et aurait été fermée par un mur. Mais ce mur ne va pas la protéger de l'extension progressive de l'Empire romain. Voici au IVe siècle après Jésus-Christ l'Empire romain. Il englobe alors toutes les rives de la Méditerranée et une partie des rives du Pont Euxin, dont Byzance. Et en voulant marquer le renouveau de l'Empire, l'empereur Constantin décide en 324 de transférer la capitale de l'Empire romain à Byzance. Il engage une reconstruction de la ville afin d'en faire une nouvelle Rome et lui donne un nouveau nom, le sien, Constantinople. En 395, l'Empire romain, du fait de sa très grande extension, se divise en deux, d'un côté l'Empire romain d'Occident, de l'autre l'Empire romain d'Orient, appelé aussi Empire byzantin, dont la capitale est Constantinople. À cette même époque, le christianisme devient l'unique religion autorisée dans l'Empire, mais l'unité de l'Église chrétienne ne résiste pas à son extension. Le schisme de 1054 donne naissance à une Église d'Occident, celle de Rome, de rite latin, et à une Église d'Orient, celle de Constantinople, de rite grec. Durant 11 siècles, Constantinople a été la capitale de l'Empire romain, puis de l'Empire byzantin, et au cours de cette période, plusieurs monuments dignes d'une capitale d'empire sont construits, dont certains vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Le Grand Palais, le Sénat, l'Hippodrome, plusieurs forums, et bien sûr la basilique Sainte-Sophie, témoin de la conversion de l'Empire au christianisme. La ville est aussi entourée de murailles, celle de Constantin, puis celle de Théodose II. Elle protège la ville des attaques extérieures car le développement de Constantinople suscite des convoitises. La ville, en effet, est régulièrement attaquée jusqu'au milieu du XVe siècle. Et à cette date, l'Empire byzantin a perdu une grande partie de son territoire, notamment face à l'avancée de l'Empire ottoman. En 1453, Constantinople tombe aux mains des Ottomans, conduits par Mehmed II. C'est une étape importante et symbolique, car Constantinople, capitale chrétienne, passe alors sous l'influence de l'islam ottoman. Cet événement marque aussi la fin de l'Empire byzantin. Après la prise de la ville, Constantinople devient la capitale de l'Empire ottoman. Elle est progressivement appelée Constantiniye ou Istanbul, qui signifie « je vais à la ville ». Les Ottomans, sur plusieurs siècles, marquent la ville de leur empreinte à travers la construction de nombreux bâtiments, notamment le Grand Bazar, le palais de Topkapi, la mosquée Souleymaniye. La basilique Sainte-Sophie, symbole de l'âge d'or byzantin, n'est pas détruite, mais elle est convertie en mosquée. On lui ajoute des minarets, une fontaine à ablution, ainsi que des grands panneaux à l'intérieur de la nef sur lesquels sont inscrits notamment les noms d'Allah et de Mahomet. Depuis le début de la période ottomane, au XVe siècle, la ville se développe considérablement.
Vous voyez là son extension en 1914, 5 siècles plus tard. La ville s'étend alors sur les deux rives du Bosphore que l'on traverse en bateau. Alors que la ville d'Istanbul se développe, l'Empire, lui, est en déclin. Vous le voyez ici en 1914, et la Première Guerre mondiale entraîne la chute de l'Empire qui s'est associé à la Triple Alliance pour tenter de ne pas disparaître. L'Assemblée nationale turque proclame la République de Turquie en 1923 et Mustafa Kemal devient président. Et il veut alors marquer une rupture par rapport au passé ottoman et décide de transférer la capitale de la Turquie à Ankara. La basilique Sainte-Sophie à Istanbul est convertie en musée. Elle n'est donc plus aujourd'hui un lieu de culte, mais elle reste un bâtiment symbolique, l'histoire de ce monument reflétant par bien des aspects les grandes étapes de l'histoire de la ville. Byzance, Constantinople, Istanbul, cette ville a donc été soumise à des influences nombreuses, variées, qui sont tout à fait perceptibles dans la ville d'aujourd'hui. C'est pourquoi plusieurs zones de la ville ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment le quartier de la mosquée Souleymaniye ou encore les murailles de Théodose. C'est aussi pour cette raison que la ville attire aujourd'hui évidemment de très nombreux visiteurs, car Istanbul est aussi un carrefour humain. En 2014, 12 millions de touristes étrangers sont venus visiter la ville. Et selon un classement réalisé en 2014 par Mastercard, Istanbul se trouverait au 7e rang des villes les plus visitées par des touristes étrangers dans le monde, juste derrière New York. Mais la ville n'accueille pas que des touristes. Il y a aussi les migrants, pour qui Istanbul peut être une destination, ou bien simplement une étape, notamment vers l'Union européenne. Alors pour comprendre, il faut changer d'échelle. On voit mieux ainsi qu'Istanbul se trouve à moins de 3 heures de route du territoire de l'Union européenne. Il est difficile d'évaluer avec précision le nombre de migrants passant par Istanbul, mais il est certain que cette localisation a fait de la ville un important point de passage pour ceux qui souhaitent atteindre l'Europe. Istanbul, carrefour historique, carrefour humain donc, mais aussi carrefour commercial, c'est un point de passage entre deux pôles majeurs de commerce, l'Europe et l'Asie, et ce depuis l'origine. Vous voyez là une carte de ce qu'on appelle la route de la soie, un réseau d'itinéraires commerciaux, terrestres, maritimes, permettant les échanges entre la Chine et la région de la Méditerranée du IIe siècle avant Jésus-Christ au XVe siècle de notre ère. Et par cette route, donc par Byzance puis Constantinople, transitait de la soie bien sûr, mais aussi de l'or, des métaux, des pierres précieuses, des épices, ainsi que les commerçants venus d'Europe et d'Asie et leurs influences culturelles respectives, les arts, les religions, les idées. Or, cette dynamique commerciale est toujours d'actualité. Vous voyez là la carte d'une nouvelle route de la soie que la Chine cherche à promouvoir et qui vise à favoriser le transit de marchandises, mais aussi des hydrocarbures. Or, Istanbul se trouve à un point stratégique du transport d'hydrocarbures entre l'Asie centrale et l'Europe. Allons voir d'un peu plus près. Voici le détroit du Bosphore, sur les rives duquel se trouve Istanbul, et le détroit des Dardanelles. Eh bien, ces deux détroits constituent pour les pays riverains de la mer Noire leur seul débouché vers la Méditerranée, qui leur donne accès à l'océan Indien et l'Asie par le canal de Suez, et à l'Atlantique par le détroit de Gibraltar. Ils sont donc devenus des points de passage très empruntés par les navires transportant les marchandises, mais aussi les hydrocarbures. En 2013, environ 130 navires et près de 3 millions de barils de pétrole ont transité chaque jour par le détroit. Cette situation est favorable au port d'Istanbul, mais le trafic dans le Bosphore arrive aujourd'hui à saturation. Alors c'est pour cette raison qu'a été annoncée en 2011 la construction d'un deuxième canal, le canal Istanbul, dont vous voyez le tracé sur la carte. Avec une capacité de 160 navires par jour, il permettrait de désengorger le détroit du Bosphore et aussi de maintenir la place qu'Istanbul tient dans le commerce régional et mondial depuis plusieurs siècles. On le voit, c'est donc un multiple carrefour géographique, historique, carrefour humain, carrefour commercial. Istanbul a été pendant sa longue histoire traversée par la présence de toutes sortes de populations, d'influences culturelles, qui sont d'ailleurs aujourd'hui inscrites dans le territoire de la cité et lui donnant cette identité à la fois turque, bien sûr, et asiatique et européenne. La ville a d'ailleurs été capitale européenne de la culture
en 2010. Elle se lance aujourd'hui dans d'immenses projets urbanistiques qui ont été mis en route par le pouvoir politique. Eh bien, ce sont ces projets qui vont transformer la ville que nous allons analyser la semaine prochaine. Alors nous tenions à remercier Jean-François Pérouse, urbaniste et spécialiste de la Turquie. Il est directeur de l'Institut français d'études anatoliennes qui se trouve à Istanbul. Il nous a beaucoup aidés dans la préparation de cette émission. Il a participé à la traduction du livre d'Orhan Pamuk, le prix Nobel de littérature turc, un livre qui s'appelle Istanbul, souvenir d'une ville, qui a été édité chez Gallimard. Vous pouvez aussi lire le classique Histoire d'Istanbul de Robert Mantran aux éditions Fayard. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en allant simplement sur Arte plus 7. Et puis cette bibliographie, vous pouvez la retrouver en langue allemande et en langue française en allant sur le site d'Arte, arte.tv.